Bonjour à tous, c'est Benjamin de chez Cryptost et on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Toast Info. On va encore commencer par un petit point sur les prix. Depuis la dernière vidéo, le marché s'est redressé un petit peu avec un Bitcoin qui repasse à environ 6650 $ aujourd'hui, et le reste des cryptos qui suivent évidemment le mouvement puisque leur valeur en Satoshi change assez peu. Du côté des marchés traditionnels aussi, il y a une montée assez forte pour l'or qui est revenu à ses niveaux de prix de janvier-février 2020, et beaucoup moins marqué pour les stocks comme le Dow Jones qui se trouve encore en dessous de la barre des 21 000 points alors qu'il était à 30 000 avant le début du crash. Du côté du CAC 40, le mouvement est quasi identique au Dow Jones comme vous pouvez le voir à l'écran. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi cette montée soudaine des prix alors que la situation ne s'améliore pas. En fait, il s'agit surtout du résultat d'une annonce de la Réserve fédérale des États-Unis qui a indiqué avant-hier une grande quantité de mesures pour maintenir les marchés à flot, et notamment un assouplissement quantitatif en taille 5XL visant à racheter des dettes de manière illimitée. Autrement dit, la Fed s'est inspirée de la République de Weimar et du Zimbabwe pour sa politique monétaire et va imprimer beaucoup d'argent. On ne peut donc que leur souhaiter bonne chance pour trouver de l'inspiration quand ils devront dessiner des nouveaux billets de 100 milliards de dollars. Un petit peu plus au sud, il y a aussi le Venezuela qui souffre de la crise et le système bancaire local s'est tout simplement éteint. Les banques sont fermées, et même si a priori les transferts en ligne sont toujours possibles, c'est embêtant pour une grande partie des habitants. Comme le gouvernement ne semble pas faire grand chose à part vendre ses réserves d'or, les gens se sont tournés vers un autre système qui fonctionne plus ou moins pour échanger de la valeur, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Évidemment, ils se ruent vers le Bitcoin qui est vendu pour environ 1000 $ de plus que dans les autres pays, mais aussi vers d'autres crypto-monnaies comme le Dash connu au Venezuela depuis quelques années maintenant. Déjà en 2018, nos confrères crypto-journalistes parlaient de l'engouement des Vénézuéliens pour le Dash. Par contre, même si Ryan Taylor, le dirigeant du groupe Dash, fait de la pub régulièrement à ce sujet, il ne faut pas oublier qu'il a tendance à embellir fortement les choses. Ce qui est vrai, par exemple, c'est que la quantité de portefeuilles Dash au Venezuela a été multipliée par 5 en 2019. Mais aller jusqu'à dire que tout le monde s'en sert, c'est peut-être un petit peu fort, notamment parce qu'un nombre finalement assez réduit de commerces les accepte pour l'instant. Une autre chose qui est vraie aussi, c'est que les gens se servent du Dash, du Bitcoin et de l'Ethereum au Venezuela, mais que personne n'a envie d'utiliser le Petro, la crypto-monnaie du gouvernement. Et c'est quelque chose qui marque, à mon sens, le fait que les gens n'ont pas vraiment confiance en leur gouvernement en ce qui concerne l'argent. C'est peut-être quelque chose qui est moins vérifiable en France qu'au Venezuela, puisque la France n'a pas récemment subi de méga inflation, mais l'idée est là. Le peuple préfère une crypto-monnaie qui n'a, au moins en apparence, aucune chance d'être manipulée par l'État. Évidemment, dans le monde des crypto-monnaies, il est toujours possible de réaliser des attaques informatiques visant à manipuler un réseau, et les gouvernements en sont certainement capables. Mais ça serait là une attaque, et pas un pouvoir accordé au gouvernement par les utilisateurs. Pour résumer, Dash ou pas Dash, au Venezuela, on commence peut-être à voir en temps réel la confirmation de l'hypothèse que j'avais formulée dans une vidéo précédente. Si le système bancaire s'effondre, les gens vont se tourner vers la crypto pour acheter ou vendre des choses. Le corollaire de cet état de fait, c'est que le véritable frein à l'adoption des cryptos, c'est simplement l'expérience utilisateur, la sécurité et la rapidité. Et c'est aussi très certainement une question d'habitude puisque ça fait un certain temps qu'on utilise tous des cartes bleues. Mais revenons-en maintenant à des considérations plus terre-à-terre et plus locales. En France, la société BlockPulse vient d'être enregistrée en tant qu'agent prestataire de services de paiement auprès de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette autorité est en fait chargée du contrôle de l'activité des banques et des assurances notamment, et a permis à BlockPulse, en leur accordant ce certificat, de proposer des STO aux investisseurs français avec leur partenaire Lemonway. Pour ceux qui ne connaissent pas, les STO, ce sont tout simplement des levées de fonds sur la blockchain réalisées par la mise en vente de jetons et qui correspondent en principe à des titres financiers. C'est en quelque sorte l'étape suivante après les ICO et les IEO. Plutôt qu'une levée de fonds garantie par une équipe plus ou moins anonyme ou par une plateforme d'échange, il s'agit là d'une levée de fonds garantie par une plateforme dédiée, enregistrée auprès des autorités financières et disposant d'un certain nombre de garanties afin d'éviter les arnaques en tout genre qu'on a pu voir ces dernières années. Quelques petits rappels pour ceux qui n'étaient pas là en 2017, on a notamment eu droit à Ryan Gosling dans une fausse équipe d'informaticiens, ou encore à un site internet disparu du jour au lendemain qui n'affichait plus que le mot pénis. Le système des STO est intéressant puisqu'il devrait en principe permettre d'éradiquer totalement les manœuvres du genre. Une question qui se pose par contre, c'est celle des achats et ventes de titres, ou de jetons en l'occurrence. Dans le cas des ICO et IEO, c'est un capharnaüm total et les jetons sont achetés et vendus librement puisque le virtuel n'a qu'un lien assez ténu avec le réel. Pour les STO, chaque jeton correspond à une action, en est simplement sa représentation virtuelle. La conséquence,
c'est que les statuts des sociétés doivent être rédigés spécialement pour permettre un achat-vente facile, parce qu'autrement, la plupart des statuts de société classiques prévoient par exemple une clause d'agrément qui oblige les associés actuels à approuver les nouveaux acquéreurs. Difficile à faire quand vous souhaitez vendre votre jeton sur une plateforme d'échange et que vous ne savez même pas qui est l'acheteur. Au vu de ce problème, qui n'est d'ailleurs pas le seul, Blockpulse ne propose pour l'instant ses services qu'aux entrepreneurs utilisant une société par action simplifiée à capital fixe de droit français, avec un achat de jetons en euros pour les investisseurs français, et ne permet pas le transfert des jetons en dehors de sa plateforme. La société espère proposer rapidement des services plus étendus et plus pratiques pour les utilisateurs, mais il va falloir attendre un petit peu. Donc si les investissements dans des startups vous intéressent, nous ne pouvons que vous conseiller de surveiller de temps en temps les sociétés officiellement enregistrées et proposant des STO, ça pourrait vous éviter de faire don de votre argent à un arnaqueur. Toujours en France, il y a eu récemment une décision du tribunal de commerce de Nanterre qui a fait couler beaucoup d'encre, et malheureusement souvent à tort puisque la plupart des médias français qui en ont parlé ont grossièrement exagéré l'importance de cette décision. Un certain nombre de gros titres disaient que depuis cette décision, le Bitcoin a le même statut légal que l'euro, ce qui est totalement faux. Alors pour faire simple, oui, le tribunal de commerce a dit que le Bitcoin avait certaines caractéristiques qui se rapprochaient plus ou moins de celles que l'on associe à la monnaie fiduciaire. Mais c'est tout. C'est un tribunal de commerce, donc de première instance, qui risque de voir sa décision renversée par une cour d'appel ou la cour de cassation. En plus, c'est une précision apportée par le juge qui résulte d'une question n'ayant rien à voir avec la monnaie fiduciaire. Enfin, dans la décision même, le juge n'a jamais spécifié que le Bitcoin était identique à une monnaie fiduciaire, simplement qu'il s'en rapproche. En une phrase, ces précisions ne représentent qu'un indice tendant à montrer que le système juridique français progresse légèrement vers une intégration de la crypto-monnaie en son sein. Et si vous souhaitez comprendre tout ça un petit peu mieux, je vous recommande fortement de lire l'excellent article écrit par mon homologue homonyme, puisqu'il est aussi juriste et s'appelle aussi Benjamin, sur le site de Cryptost. L'adresse de cet article se trouvera dans la description de la vidéo. Enfin, une dernière info pour aujourd'hui, c'est que la fondation Tezos vient de déclarer avoir trouvé un accord avec les plaignants qui avaient lancé un procès contre elle devant un tribunal de Californie, au motif d'une accusation de non-respect des règles prescrites par la SEC, l'organisme bien connu des enthousiastes de la crypto, qui a pour fonction de réguler les marchés aux États-Unis et accessoirement d'empêcher les pauvres de devenir riches avec des règles ne permettant qu'aux gens déjà riches d'investir dans des choses profitables. Mais je digresse. Tezos donc a trouvé un accord avec les plaignants et va débourser la somme de 25 millions de dollars pour se débarrasser de ces troubles faits. Il ne reste plus qu'à voir si le juge fédéral approuve cette proposition, ce qui est nécessaire pour qu'elle soit validée. Ça n'est donc pas encore gagné pour la fondation Tezos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, posez vos questions et envoyez vos commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles informations.